Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. Alors aujourd'hui, une review sur le nouveau Battle Tome Sylvaneth pour Age of Sigmar. Pourquoi une review? Parce que en fait c'est la seule armée que je joue, donc je l'ai quand même bien poncé avec cette version là. J'ai pas joué à la version première, on y reviendra. Mais voilà, ça fait à peu près 3 ans que je joue à Age of Sigmar, que je me suis lancé, que je joue avec cette version, donc j'ai quand même pas mal joué. Quand j'étais avant à Nîmes, là maintenant depuis que je suis arrivé au Philoccitan, c'est l'armée que je joue régulièrement. J'ai fait quelques tournois avec, ça s'affiche à l'écran, etc. Donc voilà, c'est plutôt la découverte d'un passionné des Sylvaneth de son nouveau Battle Tome qu'une analyse approfondie, etc. des tactiques. Ça, il y a des vidéos très bien qui le font déjà. Donc allez les regarder. Mais bon, voilà, peut-être que je donnerai aussi un peu, voir un peu déjà qu'est-ce que ça donne en termes d'unité. Voilà aussi une partie fluff. Donc la première partie qui sera plutôt fluff. Si t'aimes pas ça, tu vas directement sur les figurines. Si t'aimes bien, tu peux continuer à regarder. Voilà. Donc, je ne sais pas trop si on fera d'autres vidéos de ce genre-là, vu que moi je vous passe à cette armée-là. J'ai un avis que sur cette armée-là et sur ce qu'elle représente et comment la jouer, plus ou moins bien. S'il y a d'autres potes sur Toulouse qui veulent faire de temps en temps comme ça des petites reviews un peu sympatoches, un peu tranquillou, on verra si on en fait. Mais pour l'instant on fait les Sylvaneth parce que je connais un peu bien celle-là. Voilà, si tu aimes bien la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager. Si tu es Sylvaneth, à mettre un petit commentaire, à dire ah moi aussi ça me chauffe, ça au contraire je trouve ça très nul. Étudier un petit peu n'importe quoi, c'est possible. Et voilà. Certainement qu'on fera un petit rapport de bataille avec cette nouvelle armée durant l'été et on verra un peu ce que ça donne. Donc d'abord, première impression, c'est la même couverture, mais il semblerait que ce soit un peu le cas des autres Battle Tome, donc on va pas trop pouvoir donner un avis dessus. Quoi qu'il en soit, là on a quelque chose de rigide, et là on a quelque chose d'un peu plus souple, donc ça vibre un peu plus il me semble. Voilà, on peut regretter qu'on n'ait pas un nouveau... si on peut dire Cara Design, une nouvelle illustration. Malgré tout, on va voir qu'il y en a quand même pas mal de nouvelles. Bon, voilà. On va mettre ça de côté, puisqu'on regardera plutôt pour lorsque l'on va faire des comparatifs, et on va voir directement le bouquin. Donc quand on ouvre le nouveau Battle Tome Sylvaneth, on a cette double page avec la Reine des Vignes. Elle n'a pas le même nom en français, d'ailleurs ça va être un petit, vous allez voir, tous les noms ont été francisés si l'on veut. Donc parfois je fais des petits allers-retours entre les noms français, les nouveaux noms, les anciens, donc voilà. Donc très joli, là on va avoir un peu un background sur les Sylvaneth, pourquoi elles sont si méchantes, parce que, etc. Le sommaire, bon, ce que j'ai besoin de développer, etc. On va avoir la partie fluff, il me semble, jusqu'à 62. Et après 104 pages au total. Le précédent faisait 103, donc on est à peu près de manière similaire. Et le côté fluff, c'était 58, là 60, un peu moins de fluff, c'est vrai. Puisque le fluff, ça va s'arrêter à la page 40. Et là, c'était 44, donc un petit peu moins de fluff, mais bon. Donc là, une photo, elle est nouvelle parce qu'on voit les nouvelles unités, la volante, le Warsong et là les petites bestioles aussi, les lanciers et les veneurs, donc ça c'est une nouvelle photo, elle est sympa, c'est cool. Donc là on passe à une partie de présentation des Sylvaneth. Il y a un peu moins de petites histoires comme là on l'avait, là vous allez avoir, il me semble que c'est des Skaven qui se font attaquer par des Sylvaneth. La nouvelle boîte 2v2 là, un contre 1, avait pour. C'était Sylvaneth contre Skaven. C'est là où on pouvait retrouver la Reine des Vignes et les petites nouvelles là, libellules, un peu les fées là, qu'on va voir, faut vraiment que je trouve comment elle s'appelle. Donc ça c'était cette boîte là avec la partie Skaven. Donc on le retrouve. Hop, là on va retrouver ici encore la Dame des Sarments. Les sarments, c'est des plantes qu'on trouve dans les vignes. Voilà. Bon, la Dame de la Vigne, c'était cool aussi. Bon, ils ont mis la Dame des Sarments, pourquoi pas. Là, on voit les cavaliers sur une sorte de dragon, là, fiel follet.
Là, on reprend sur le background un peu de Alarielle, Panthéon de Sigmar, la guerre des portes. Donc là, c'est vraiment ce qu'on avait déjà dans les précédents. Et un peu pourquoi Alarielle est aussi. Elle a été en forme de graine à un moment. Puis devant donc, face à l'assaut du chaos, elle a été mise en. Elle s'est faite protéger par les Stormcast Eternal, mais aussi par la Reine des Vignes. D'ailleurs, c'est là où la Reine des Vignes va perdre la vie pour la première fois, puis être ramenée à la vie par maman. Ensuite, saison de guerre. Ce que j'ai bien aimé dans la. Donc là, on nous dit qu'en fait, pendant la guerre des âmes, etc., ce qu'ont fait les Sylvanettes, et surtout, plus ou moins, l'éveil des royaumes. Il y a vraiment un gros focus qui est fait sur comment ça s'appelle, le rituel qu'a fait Alarielle, c'était pour le Broken Realms sur Kranios. C'est elle qui a fait donc ce rituel de la vie. Dans Kranios, il y a une première partie et on dit bon ben voilà, elle a fait le rituel de la vie et c'est sympa, ça fait boum un peu et ça a réveillé les royaumes et c'est ça qui a entraîné le réveil de Kranios. Là, on voit quand même qu'en fait, c'est le pendant du nécroséisme, donc c'est vraiment finalement, je veux dire, très important pour cette V3 si on veut, d'un point de vue quand même fluff, il me semble, puisqu'elle redonne vie quand même à l'ancien chêne d'Athel Lorraine, le chêne des âges passés, qui était réduit au silence, qui avait été attaqué par Nurgle, et là qui revient à la vie, et voilà, c'est quand même un événement hyper important, et c'est ça qui balaye un peu les royaumes mortels. Donc il y a vraiment une place on a l'impression qu'ils avaient prévu quelque chose d'important pour Alarielle, et je sais pas, ça a été un peu dans les Broken Realms, un peu raccourci, il me semble. Et donc là on voit quand même que tout au long du bouquin, l'arrivée des nouvelles figurines, c'est-à-dire les dragons fiel follet là, ils sortent de ce chêne des âges. Ils avaient été plus ou moins comme dans Jurassic Park, ils avaient été en fait pris dans la sève et lorsqu'il reprend vie, ils sont sortis de leur période de stas là. Et donc c'est vraiment hyper important il me semble. Donc c'est vraiment, ils en ont fait ce rituel de la vie d'Alarielle, ils en ont fait quelque chose d'assez fort et d'assez déterminant en fait. Donc là après on passe sur une carte. Il n'y avait pas cette carte dans le précédent. Moi je trouve ça pas mal. Alors j'ai toujours un peu du mal dans le côté. En fait, Gérald, j'arrive pas à comprendre à quoi ça ressemble, quoi. Bon, est-ce que c'est Gérald, c'est seulement là parce qu'on voit qu'il y a le Curnothéal. On a du mal à avoir un aspect global en fait des royaumes. Voilà. Moi psychologiquement, j'arrive pas à savoir si c'est des planètes, si c'est des. J'ai du mal à me les représenter en fait. Je sais pas si vous aussi ça le fait. J'ai du mal à me les représenter. D'ailleurs, en parlant de Curnothéal, il y a vraiment. Kurnot, c'est quand même un personnage qui revient. Il y a aussi d'ailleurs un moment une partie qui est dédiée. Alors je sais plus où elle est. Est-ce que je l'ai passé? Paria. Kurnot, le dieu chasseur. Il y a une partie sur Kurnot. On en parle aussi les chasseurs de Kurnot évidemment. Ça nous parle en fait que à la suite de Kurnot a défendu face à l'arrivée du chaos et que certains elfes sont restés avec lui pour défendre et ces elfes-là ont été transformés par Kurnot. C'est pour ça qu'on va avoir, vous savez, les Kurnotis qu'on a eu précédemment. Voilà. Je ne sais pas, mais on sent qu'ils veulent en faire quelque chose de ce Kurnot parce que, par exemple, dans le précédent bouquin, la Dame des Lianes avait aussi un petit truc comme ça en mode Dame des Lianes. Et il y avait un petit fleuve sur elle. On en parlait ici dans la tempête de Sigmar, etc. Et on l'a eu en figurine. Est-ce que dans un avenir lointain, ils vont nous faire le retour de Kurnot ou du moins des bandes d'elfes qui auraient été transformés un peu à l'image de ce qu'ils ont déjà fait pour le jeu. Je sais plus lequel c'est, mais c'est les figurines, c'est celle-ci là. C'est les chasseurs sauvages de Skyhead là. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même plus ou moins un personnage qui est en ligne, en fond dans ce nouveau BT.
Voilà, je pense que ça serait pas si déconnant que dans quelques temps. Je vous dis pas maintenant parce que vu comment ils ont sorti les figurines, à mon avis, c'est pas tout de suite, mais d'ici. Voilà. Que papa revienne. Voilà, il y a maman, peut-être que papa. Il veut récupérer sa lance. Voilà, pareil, un rituel de la vie de Alarielle pour récupérer les fragments de Kurnoth et qu'elle lui redonne la vie. Bon, ce serait pas déconnant. Voilà. Donc là, on voit quelque chose d'assez classique, les lamantis, les différentes clairières, l'ost du grand bois, le chêne-front. Ça, c'est assez classique et toujours pareil, on a quand même beaucoup le rituel de la vie qui est mis en avant. Donc chêne-front, avant, je vous dis le nom en anglais, c'était Conseil royal, etc. C'était Hawkenbrand. Donc en gros ça va être plutôt les chênes fronts, ça va être plutôt c'est la plus ancienne des clairières et c'est celle où on va avoir des hommes arbres en puissance. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que dans le fluff, ils intègrent ce qui va ensuite être la particularité de la faction dans le jeu. Je m'explique, par exemple, ici, Shenfront, ils disent que face à Gur et au fait qu'il y ait de plus en plus de monstres, pour faire face à ça, ils ont fait débarquer, ils ont utilisé plus les Skilords, etc. pour faire face à ça. Racine noueuse, c'est le côté magique, c'est les plus traditionnalistes des Sylvanettes, c'est ceux qui ont énormément d'artefacts, qui les cachent, donc on va comprendre que c'est ceux qui sont orientés magie. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. C'était plus ou moins déjà le cas avant, mais là c'est beaucoup plus marqué puisqu'on va voir que en fonction des clairières qu'on va prendre, on va aussi avoir un accès à certaines unités en ligne. Et ça c'est quand même assez intéressant. Donc Belle Moisson qui était Aversbloom auparavant, qui elle va plutôt être, il me semble, la clairière qui va mettre en avant les... que je ne dise pas de bêtises, Belle Moisson, voilà, c'est ceux qui vont remettre en avant les lanciers et les veneurs, hein, ces nouvelles unités là qui sont sur des sortes de gros scarabées. Voilà, donc là on nous dit que Belle Moisson en fait c'est une clairière assez jeune qui fait un peu n'importe quoi parfois, qui fonce dans le tas et qui se rend compte qu'elle a fait un peu de la merde et mais quand même ils essayent de s'excuser quand parfois en fait ils font n'importe quoi et ça met tellement de puissance dans la nature que les humains qui sont venus s'installer en termes de colonies qui voulaient un peu aider les Sylvanettes, ils se font désosser par la nature trop envahissante, quoi. Donc parfois ils sont obligés de venir les aider contre le fait que la nature envahit trop les colonies. Mais voilà, ils sont parfois à mon avis ça doit un peu tiquer avec Racine Noueuse, mais ils se font plutôt bien voir de Cœur-Bois, etc. Cœur-Bois qui est plutôt la clairière des Kurnoth, c'était l'ancienne, je sais plus ce que c'était Earthwood. Là, c'était Dreadwood, Winterleaf pour Grivefeuille et Faircross, c'est Ironbank. Donc ça, c'est ceux qui sont plutôt solides et qui vont être alliés aux nains. Givrefeuille, c'était plutôt ceux qui sont en hiver. Winterleaf qui était beaucoup pris, on le verra plus tard. Et Affrebois, c'est tout ce qui est avec les parias. En fait. Voilà, donc ça c'est assez classique. Alarielle, la reine éternelle. La Dame des Serments, ça reprend ça, ce qu'on avait déjà vu dans le précédent, dans le supplément en termes de fluff, mais pour ceux qui n'auraient pas acheté la boîte, vous l'avez là. La Drisha Hammerhead, ce qui est cool en fait, c'est un peu les deux sœurs, en fait, ou du moins les deux filles d'Alarielle. Et je pense que jouer les deux, ça peut être pas mal, ça peut envoyer. Dans l'idée, c'est cool. Là, on va voir les lanciers course-fiel, les archers diaphanes. Voilà, les archers diaphanes. Les arches revenants qui font un gros retour. Lui il était un petit peu boudé, mais là il en vient fort et il n'est pas venu pour trier des lentilles. Les chasseurs de Kurnoth, les brancheteresses, parce que c'est la disparition de la branchway. La branch witch, celle qui avait la faucille, qu'on jouait jamais parce qu'elle était naze, elle disparaît. Mais la branch witch, celle qui était comme ça, qui était en fait la version Drisha de l'ancien monde, qui était en Finecast, pas très sympa, mais il y a pire en Finecast, hein, pour ceux qui font le Seigneur des Anneaux, vous le savez. Mais celle-là, elle a disparu. Placard,
Est-ce qu'ils vont le ressortir? J'y crois pas trop. Mais en gros, fini de popper des dryades. C'est fini ça. Désolé. Et là, il y a une petite partie sur les Silver revenantes, les baladins chante-guerre. C'est les baladins chante-guerre. Bon. Donc là, après, c'est là, les baladins chante-guerre. Mais en fait, à force de le voir en français, je me rappelle plus comment il s'appelle en anglais. Hop, donc là c'est les unités assez classiques, ça les met en scène et tout, on dit qu'ils sont jolis, ils sont beaux, regardez, achetez-en, c'est bien. La Dame des Sarments, Grisha, avec les parias, les Spirit of Virtue, le Skilord ancien, les Skilord. Donc voilà, vraiment ça c'est cool. Là, la chasse sauvage de Sky, je suis content de les avoir achetés il n'y a pas longtemps. La branche terrestre, et là donc on voit une mise en scène qui est très jolie, où on les voit qu'ils affrontent des squigs. Le guide de peinture, je ne vais pas vous cacher que si on fait ça, il me semble que c'est exactement le même. Puisque je crois qu'il n'y a aucune nouvelle figurine. Oui voilà, ils n'ont pas trop foulé les enfants. Hein. Voilà, c'est pareil. Hein. Voilà. Bon, ils ont un petit peu changé. Non, même pas long, c'est pareil. C'est exactement la même chose, c'est du copier-coller. Voilà. Flemme out un peu là les enfants. Alors là ils ont dit, allez, les ailes membraneuses. Voilà, pour les nouvelles figurines, ils ont fait les ailes membraneuses. Merci, c'est cool. Mais bon, voilà. C'est du recyclage. Ensuite, il y a les forces sylvanettes. Là, on parle des aptitudes d'allégeance, tout ça. Donc là, les petits propos de Grisha. Il y a quand même un Chara design qui est un peu plus stylé sur le côté là, avec ses crânes, ses scarabées un peu partout. Alors que là, on avait juste un petit truc. Bon, c'était pas très joli. Là, on sent sur le côté, il y a toujours des créatures, des Virtus, des Skilords. C'est cool. En fait, disons que c'est plus joli. Vraiment, on a l'impression d'avoir un beau livre. Là, on a la même joli, mais là, ça monte en gamme, on va dire. Ça, c'est les attitudes d'allégeance. Voilà, donc pour la partie fluff, les autres reviews que j'avais vues sur la partie fluff étaient assez décevantes. Dans le sens où c'était, ouais, mais ça fait pas trop avancer. Là, vraiment, on sent qu'il y a toute une partie qui est mise en avant sur le rituel de la vie qu'a fait Ariel. Et l'importance que ça a eu avec la renaissance glorieuse du chêne des âges. Donc vraiment, on va dire que ce Battle Tome-là, Sylvaneth, étant donné la place qu'a eu Alariel dans la fin de la V2, début de la V3, c'est assez, on le ressent bien et je trouve que c'est assez cool. Voilà, je vous dis juste qu'il y a un petit fil rouge avec Kurnot qui est quand même dont on fait beaucoup référence. Voilà, donc moi j'étais plutôt agréablement surpris. Voilà. Côté fluff, plutôt bien. On passe maintenant aux aptitudes d'allégeance. Alors, on va avoir le lieu de pouvoir. Donc, vous savez, au début, on mettait un arbre en gros. Vous mettez un arbre. Maintenant, avant, on pouvait dire que c'était un élément de terrain. Bon, tout le monde prenait l'arbre. Maintenant, on vous dit, après que les territoires ont été déterminés avant que les éléments de faction soient passés, vous pouvez désigner jusqu'à 3 éléments de terrain sur le champ de bataille entièrement à l'extérieur du territoire ennemi. Voilà. Alors, parfois, ça ne sera pas possible de le faire, puisqu'il y a des scénarios, c'est collé. D'autres, il y a la place, mais dans certains scénarios, ce ne sera pas possible. Donc, ce sera plutôt dans votre territoire. Au début de votre phase de héros, vous pouvez guérir une blessure allouée à chaque unité sylvanette mis entièrement en œuvre d'un élément de terrain luxuriant ou de bois sauvage éveillé. Et ça va être une notion importante. Hein. Il va y avoir les bois éveillés, les wildwood, et le terrain luxuriant. Et attention parce que parfois il y a des choses que l'on pourra faire avec le bois éveillé et pas avec les terrains luxuriants. Parfois les choses qu'on pourra faire avec les deux. Donc ça, à mon avis, ça va être un peu... faudra pas hésiter à bien spécifier aux joueurs sylvanettes, tu peux faire ça et ça. Pas forcément pour voir si la personne triche ou quoi, mais tout simplement parce que, à mon avis, il va pouvoir y avoir des petites, des petites nuances que on va oublier parce qu'on est dans le jeu, etc., dans la folie du jeu, et on oublie que non, ça c'est juste avec les bois sauvages. Tout en sachant qu'on pose une forêt, toujours, de 3 éléments, et qu'ensuite, lorsqu'on va faire apparaître des éléments de bois éveillé, grâce au sort bienfait de verdoyance, ça sera juste un élément. Hein, bienfait de verdoyance, c'est un sort de valeur de 6 avec une partie de 18. Il a été un peu nerfé, c'était 24 avant, il me semble. S'il est lancé avec succès, passez un élément de terrain de bois sauvage, c'est un élément de terrain.
Donc on ne place plus maintenant 1, 2 ou 3, c'est juste 1. Donc en fait vous placez un arbre. Et ça c'est quand même assez appréciable parce que quand moi j'ai commencé avec Sylvanette, j'en ai 3 à la forêt. Parce que il fallait minimum 3. Et encore j'ai découpé des petits trucs parce que fin V2, lorsqu'on nous avait dit qu'on pouvait les placer toutes à 3 plus les des autres, là c'était popage de forêt. Et en général c'était assez difficile de mettre des forêts parce que maintenant en plus table assez réduite, beaucoup de figurines, beaucoup de décors, ça fait l'intérêt des tables. Donc étant donné qu'on nous a donné la possibilité d'avoir 3 décors qui sont luxuriants, on a moins de forêts, les forêts prennent moins de place et c'est juste un arbre qui pop. Vous avez votre grosse forêt qu'on place au début de 3 et après ça sera juste des arbres que vous allez faire popper. Même le Skilord ancien ne fait popper un élément de Wildwood éveillé. Voilà. Ensuite on a du fin fond des bois. Auparavant on avait des aptitudes de bataille qui étaient circulées dans les racines du royaume et esprit de la forêt. Ça a été enlevé. Ça a été remplacé par arpenter les sentiers cachés une fois par tour à la fin de votre phase de mouvement. Vous pouvez choisir une unité Sylvanette entièrement à 9 d'un élément de terrain luxuriant ou du bois sauvage ami. On la retire, on la remet, on la met à plus de 9 et à 9 d'un élément de terrain luxuriant ou d'un bois éveillé. Donc là on peut le faire avec bois éveillé et bois luxuriant. Donc voilà, ça c'était assez classique, une fois par tour. Frapper disparaître une fois par tour à votre phase de combat, aussitôt après qu'une unité Sylvanette a mis entièrement à 9 de l'élément de terrain luxuriant ou de bois éveillé a combattu, vous pouvez la retirer et la placer à 9 d'un autre élément. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du shoot, alors, ce qu'on dit à Flame of War, shoot and scoot, c'est-à-dire taper et se barrer. Et ça c'est quand même hyper intéressant, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu le côté embuscade des Sylvanettes, c'est qui viennent, qui tapent, qui se barrent. Moi je trouve ça assez cool. Par contre, ce qu'on a perdu, c'est qu'on ne peut plus mettre on va dire en frappe en profondeur, on ne peut plus mettre en réserve des unités. C'est-à-dire qu'au début on pouvait dire ces unités-là, elles sont pas sur le terrain, elles vont arriver plus tard. Là, les Sylvanettes commenceront avec tout, par contre il y aura cette petite subtilité-là. Voilà, franchement, bien. Les sorts toujours assis, portés, etc. Vraiment c'était cool. Ouais, c'était à 24 ans. On passe maintenant à la saison de guerre. Saison de guerre, c'est en gros printemps, été, automne, hiver. Bon, ils ont voulu mettre des noms un peu plus chiants. Gémination, fenaison, déclin et crépuscule. Ok. Donc après, et c'est des saisons qu'on choisira au moment de composer la liste. C'est-à-dire que c'est pas on arrive à chaque partie, on s'adapte. Ça aurait été un peu trop fort. Là, c'est vous avez une liste, vous faites votre liste et vous mettez à quelle saison de guerre vous êtes. Donc il y en a 4 comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc il y en a une qui me semble être certainement la plus intéressante. Les unités Sylvanette amies qui n'ont pas chargé au même tour et sont entièrement en 9 d'un élément de terrain luxuriant ou d'un bois sauvage éveillé ont une protection de 6+. Alors ça peut paraître un peu anecdotique, mais au final, sur les Kurnoth Hunter qu'on va voir après, qui ont quand même 5 de défense, 3+ de sauvegarde, on peut maintenant avec All In Defense, du 2+, invulnérable à 6, ça va commencer même sur les dryades, les packs de dryades, tout ça. C'est quand même pas mal en sachant qu'on a un personnage qui est la Dame des Serments, hein, la Dame des Vignes, qui offre une ward à +5. Donc vraiment, là il y a une belle... surtout que là c'est pour les bois éveillés et terrain luxuriant. Donc là c'est les deux. La fenaison, ajoutez 3 à la portée dans laquelle vous pouvez choisir les unités Sylvanette amies pour les traits lieu de pouvoir et du fin fond des bois, c'est-à-dire au lieu que ce soit 9, ce sera 12. Vous pourrez prendre des unités à 12 et les popper. Vous pourrez avoir une unité à 12 et la faire soigner à 12 d'un arbre, taper et vous reculer. C'est pas mal puisque ça agrandit quand même au final la dangerosité dans laquelle vous pouvez frapper. Et c'est quand même pas mal. Même si je pense que ce ne sera pas celle qui sera prise, mais c'est peut-être la troisième, plus intéressante. Le déclin, celle qui pour moi me paraît la moins intéressante. À la phase de héros, vous pouvez relancer un jet de lancement, un jet de dissipation, un jet de conjuration, tant que le sorcier ami est un sorcier Sylvanette entièrement neuf d'un terrain. Alors c'est à la phase des héros, mais c'est à votre phase, il me semble, et c'est à la phase de l'adversaire. De dissipation et de conjuration. Donc,
pourquoi pas. Pour une armée vraiment axée Granule Route ou pourquoi pas. Mais je pense que d'autres seront plus intéressantes. Et enfin, il y a Crépuscule. Soustrayez 3 à la portée à laquelle vous pouvez choisir les unités sylvanettes au lieu de pouvoir. Donc en gros, au lieu que ça soit à 9, c'est à 6. Donc vous réduisez finalement la possibilité de vous projeter ou de prendre des unités et les retirer et les placer ailleurs. Maintenant, si une unité a 6 et qu'elle combat, l'attaque inflige 2 touches au lieu de 1 sur un site. Sur un 6, pas sur un site. Star Wars. Donc en gros, c'est l'équivalent de ce qu'était la Winterleaf. Par contre, ça a été un peu nerfé dans le sens où c'est pas n'importe où, c'est seulement à 6 d'un terrain luxuriant et d'un bois sauvage éveillé. Maintenant, avec la possibilité d'en mettre quand même 3 en dehors de notre zone de déploiement. La possibilité aussi d'en faire popper, ça fait quand même beaucoup de possibilités en sachant qu'on a des personnages qui vont offrir ça, que ça soit les Curnotes, que ça soit la Dame de la Vigne qui compte comme étant aussi un terrain luxuriant. Eux, on va le voir après, ils peuvent compter comme étant un terrain luxuriant. Ça fait en fait, finalement, ça peut faire pas mal sur le terrain d'endroits où vous allez pouvoir avoir double attaque sur la touche, quoi. On fait un 6, donc ça peut être intéressant. Donc moi perso, je pense que ça va être Gémanation et Crépuscule qui vont être celles qui vont être le plus. Il y a le trait de commandement, il y en a 2, si c'est un sorcier ou si c'est un héros générique. Celui qui me semble être pas mal tout de même, c'est le champ de guerre, puisqu'il permet de gagner 3 en mouvement pour toutes les unités sylvanettes à 12. On verra qu'il y a des combos à faire avec les lanciers, vous pouvez taper dans votre adversaire dès le tour 1. Donc ça peut être pas mal. Soustrayez 1 aux caractéristiques d'attaque des armes de mêlée des unités ennemies. Moyen. Et en gros, vous avez ignoré les modificateurs positifs et négatifs au jet de sauvegarde contre ce général. Bon, il est éthéré, quoi. C'est pas mal. Ça peut être pas mal. Si vous mettez sur quelqu'un qui va aller au corps à corps et qui pourrait subir la reine, vous l'ignorez. Pour les sorciers, il y en a un qui est pas mal du tout. C'est chanteur de sort. Alors celui-là, je pense que ça va être, vous allez le sentir passer. Quand ce général tente de lancer un sort, avant le jet de lancement, vous pouvez choisir un bois sauvage éveillé sur le champ de bataille. Dans ce cas, parce qu'il m'a dit en ce cas, mais c'est dans ce cas qu'on dit en français. Et si le sort est lancé avec succès et n'est pas dissipé, vous pouvez mesurer la portée et la visibilité pour le sort à partir du bois sauvage éveillé à vie. En gros, avec cet artefact pour votre général, les bois éveillés servent de spell portal. Voilà. C'est un spell portal. Et c'est quand même hyper fort. Parce que quand vous allez avoir un skiller d'ancien qui va vous balancer n'importe où sur la map le petit arbre et qu'après quelqu'un va vous lancer, je ne sais pas, être du dessous, vous prenez le nombre de figurines, vous lancez 5+, ça fait des blessures mortelles. Il y a des petites combos. Déjà c'était un petit peu relou avec le flûtiste là, le chante-guerre. Mais alors là, à mon avis, ça, s'il y a des listes un peu composées autour du chante-guerre, il va être pris automatiquement celui-là, le chanteur de sort, ça c'est sûr. Les autres sont moins intéressants, puisqu'il y a le fait d'ignorer les effets du sort sur du 4+, à 12 du général. Bon, là c'est le fait que quand vous réussissez un sort avec succès, nourri par la nature, c'était déjà ce qui était chez Granule Route, vous guérissez des 3 blessures. Bon. Ensuite il y a les artefacts de pouvoir avec le glaive des verbois. Vous pouvez ajouter D3 à les armes de mêlée du porteur, ça peut être intéressant sur un Spirit of Virtue un peu burné, vous lui mettez encore des dés en plus en attaque. Les jets de blessure, unité mini-porteur, donc ça vous dites vous ciblez une unité plus 1 au jet de blessure, et graine de renaissance, une fois par tour, le porteur, sur un 2+, le porteur n'est pas tué, il guérit des 3 blessures, qui lui soit alloué toutes les blessures qui lui restaient, est annulé, pourquoi pas, sur des skillers d'anciens ou quoi, ou sur un Spirit of Virtue, mais ouais. Et enfin, on va passer aux reliques de la nature, c'est pour les sorciers uniquement. Donc là, il y a la fin des âges.
Une fois par bataille, au début de votre phase de héros, si le porteur est sur le champ de bataille, vous pouvez placer un élément de terrain sauvage éveillé à 12 du porteur. C'est pas ouf. Pourquoi? Alors maintenant c'est à plus de 3, etc. Donc c'est plus facile à poser. Mais moi c'est moins compliqué, il n'y a pas de différence entre les War Scrolls. C'est qu'à 12 en fait. Donc la portée est pas ouf parce que les sorts qu'on veut passer, c'est des sorts à 9. Oui, tu vas gagner un peu, mais c'est pas, me semble, c'est pas top. Le porteur peut tenter de bannir une invocation. Alors ça, c'est la lampe de lunettes. Le porteur peut tenter de bannir une invocation à la phase des héros, même si ce n'est pas un prêtre. De plus, ajouter 2 au jet de conjuration et de bannissement pour le porteur. Alors, à moins qu'il continue à partir sur ces invocations là qu'on a commencé à voir avec Tondia. Ouais, bon, je n'ai pas de recul trop pour savoir si c'est fort ou pas. Ça. Pas vous dire. Et enfin, on a la gemme vespérale. Celle-là, elle est pas mal. Parce qu'une fois par tour, votre phase de héros, avant que le porteur tente de lancer un sort du domaine du Grand Bois, donc le domaine qu'on va aller lire juste après, mais en fait, c'est pas compliqué, c'est auto. En fait, c'est auto. Ça, c'était très fort avant. Et c'était beaucoup pris. Ben là, c'est pareil, c'est revenu. Tu dis auto, tu lances un dé, sur un 1, tu prends des 3 blessures mortelles. Là encore, avec le flûtiste ou avec un skillord ancien, tu veux passer auto. Un repousse, une moisson fatale ou les êtres du dessous, ben là ça passe direct et c'est bonnard. Attention, c'est pas pour les arbres. Les arbres, c'est un sort qui n'est pas du domaine du grand bois. C'était déjà le cas dans le précédent, mais il faut faire gaffe avec ça. Pas de passage auto pour placer un bois. Le skillord ancien a une capacité spéciale qui, une fois par bataille, peut passer un bois, mais là c'est la capacité spéciale du skillord, c'est pas un sort. Donc les reliques, plus faciles. Finalement, on va en prendre à chaque fois une pour le trait de commandement, un artefact. Il n'y en avait pas 40 000, de toute manière on n'en joue pas 40 000, donc là ils ont réduit. Et finalement dans tout ça, on va en jouer un ou deux. Ça réduit, moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Les domaines des sorts, le trône de vigne. Trône de vigne qui était tout le temps joué, avec toujours le flûtiste. Alors. Bon, ça me gonflait de ne pas savoir comment on disait le flûtiste, donc c'est le Warsong Revenant. Voilà. Warsong Revenant. Donc le Warsong Revenant, domaine des sorts. Donc le domaine des sorts, il y a le trône de vigne qui était ultra joué avant, ben maintenant il sera moins joué. Il permettait d'avoir un plus 2 au casting et on le cumulait et grâce à ça le Warsong il arrivait tour 4, il y avait un plus 9, je sais pas combien en lancer de sorts. Et puis il passait auto son sort, etc. Le spell portal, vous connaissez le bail. Et c'était un des trucs qui permettait aux Sylvaneth de générer de l'ABM. C'était un peu le souci de notre liste auparavant. Ensuite on a donc en gros le trône de vigne maintenant, en gros, si vous allez guérir une blessure au début de chaque phase de héros. Alors, pour le trône de vigne, maintenant, c'est un lancement de 9, donc déjà choix lancé. C'est celui qui est le plus important de tous les sorts qu'on a. Et vous allez guérir une blessure jusqu'à votre prochaine phase. Donc si vous jouez en premier, c'est pas mal. Et à chaque phase, tu regagnes un point. Donc phase de mouvement, phase de héros, phase de combat, ralliement, il me semble, hein. Je crois que c'est ça les phases, peut-être que je me trompe, mais ça. Donc quand vous jouez en premier, vous pouvez quand même vous assurer de regagner des points. Mais bon, là, avant ça, c'est pas mal, à mon avis c'est situationnel. Peut-être que sur une Alarielle qui tente de le passer, je sais pas moi, quand elle va, on va voir, elle a une capacité, mais même pas en fait. Je sais même pas quand on va le jouer ça. Je sais pas trop. À mon avis, on va pas trop le voir. Et il était pris tout le temps avant, je pense que Game c'est ça, hein. Vous prenez un truc pendant très longtemps, et vous le prenez plus après. Alors ensuite on a repousse, c'est toujours le même, c'est sur du 5, c'est à 18, D6 blessures,
alloué à l'unité, classique. C'était beaucoup utilisé pour soigner les Skilords. Bon, ben, voilà, c'est assez classique. Les êtres du dessous, donc c'est quelque chose qui était très connu dans l'ancien monde. Ils l'ont repris, donc là ils l'ont gardé. Donc les êtres du dessous, c'est un lancement de 7, c'était pareil qu'avant. C'est une portée de 12 alors que là c'était que de 10. Mais comme on l'a vu, en fait on s'en fout puisqu'on va l'utiliser certainement en projection avec le Wildwood. Et c'est pas entièrement, c'est une portée de 12. Si lancé avec succès, choisissez une unité visible et à portée du lanceur. Jetez un nombre de dés égal au nombre de figurines dans l'unité. Donc en fait, il suffit qu'elle soit à 12, mais c'est pas entièrement à 12. C'est pas all win easy. Voilà. Donc c'est à 12. Si elle est à 12, il me semble, parce que quand ils le disent, quand c'est entièrement à 12, là c'est à 12, à une portée de 12. Donc par exemple, les gros packs, tu prends, tu dis hop, il y a 30 figurines, 30 dés. Et en fait, je pense que ça va être vraiment quelque chose qui va être intéressant. Parce qu'il y a la nouvelle saison qui vient d'arriver là, Galet, je crois, Galet. Et ça va être les gros packs d'infanterie. Et là, c'est vraiment la manière pour les Sylvanettes, à mon avis, de gérer ça. C'est-à-dire de dire, hé, regarde, tu vas prendre des BM grâce aux êtres du dessous. Et à mon avis, c'est pas mal. Ça va être l'une des manières de pouvoir gérer, à mon avis, ces packs d'infanterie. Moisson fatale. Lancement de 6 à une portée de 3. Si lancé avec succès, chaque unité ennemie à portée du lanceur subit des 3 blessures mortelles. Faites un jet séparé pour chaque unité. Ça peut être pas mal. Vous mettez ça au début, vous savez, grâce au Wildwood que vous passez. Maintenant, il y a d'autres sorts qui seront plus intéressants dans le Warscroll, en particulier du Warsong ou du Chante-Guerre. Celui-là, à mon avis, Moisson fatale, on ne verra pas trop. On le voyait déjà pas trop avant. Donc, Harmonie luxuriante, il était déjà. C'est le même exactement. Donc on va pas trop y revenir. En gros, vous faites revenir une unité de Kurnoth ou vous faites revenir des 3 de Spite, etc. Le chant des arbres, c'est toujours la même chose, seulement qu'avant c'était relancer les jets de touche et de blessure. C'est fini les relancers de G2D, ça a disparu dans la nouvelle version. Là en fait, vous allez améliorer de 1 la caractéristique de performance des unités qui sont entièrement à 9 de ce bois éveillé. Donc vous allez cibler un bois éveillé, vous allez dire ce bois éveillé, l'unité qui est à 9, elle passe à encore une reine en moins. Quand vous avez des mecs avec défaut qui sont faits tout en bois, des Kurnoth, qui vont passer à reine moins 4, là ça commence un peu à moissonner. Donc ça c'est pas mal. À mon avis, ça va être utilisé. Donc là, dans le domaine des sorts, il y en a quand même, il me semble, toujours les mêmes qu'on va utiliser. Repousse, harmonie luxuriante et chant des arbres. Ceux qu'on va moins utiliser, il me semble, ça va être trône de vigne, moisson fatale. Et les êtres du dessous, à mon avis, ça va surtout dépendre de la saison actuelle qui va plutôt mettre en avant les gros packs d'infanterie. Et là, ça va être une vraie possibilité de gérer ça avec. Les clairières à présent, qui étaient avant représentées par des clairières avec une aptitude, un trait de co, une aptitude de commandement et un artefact de pouvoir. Ça tu l'enlèves. Maintenant, c'est des capacités spéciales et aussi des spécificités en termes d'unité. Donc on va voir ça ensemble. Donc les clairières, il y a les chaînes au front. En gros, les Skilords anciens et Spirit of Virtue, tu les passes en ligne. Non. Je refais. Donc les chaînes au front, en gros, tu vas passer les Skilords en ligne. Donc ça fait très longtemps qu'on voulait que les Skilords soient en ligne, c'était cool, tout ça. Malheureusement, on change de saison et les monstres sont un peu moins mis en avant, même s'il y a toujours les fureurs monstrueuses qui sont quand même assez intéressants. Mais ils font plus partie avec le changement de quelque chose. Les scénarios et les tactiques de bataille sont pas centrés sur eux. Donc, bon. Dommage. Elle vient un peu à contre-courant du jeu actuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que un Battle Tome, c'est pour les 3, 4, 5 prochaines années. Donc s'il y a un retour à un moment des monstres, on sait qu'on a une carrière pour les monstres. Ça, c'est cool en fait. Ce que moi j'aime bien dans ce Battle Tome, il me semble, c'est que sur les prochaines années,
alors c'est un a priori, hein, on va avoir quand même des ressources pour pouvoir faire face à des changements de méta. Et ça, c'est quand même cool de se dire, on a un Battle Tom qui va pouvoir être assez mobile de ce point de vue-là, ce qui n'était pas du tout de l'ancien. L'ancien n'avait pas cette richesse-là, celui-là est vraiment cool de ce côté. Donc Racine-nous, alors par contre, le chaîne de front, en plus de mettre les Skillords en ligne, il vous permet de traiter le comme s'il avait subi la moitié des blessures qui lui sont allouées. Donc quand on voit en gros que maintenant c'est du 0 à ils ont 14 points de vie, et si vous voulez vraiment avoir un palier dégressif, il faut aller à 6. Ben maintenant, si vous voulez avoir un palier dégressif, il faut quasiment les tuer en fait. Donc vous allez avoir vos monstres qui sont quasiment tout le temps full attaque, quoi qu'il arrive, c'est quand même hyper intéressant. Mais bon, on verra, pour l'instant, je sais pas si ça... C'est cool quand même de jouer des hommes armes en ligne, on va pas se mentir. Racine noueuse, une fois par tour quand vous faites un jet de lancement et de dissipation pour un sorcier, entièrement à neuf, d'un bois éveillé ou d'un terrain luxuriant, vous pouvez jeter 3d6 au lieu de 1. Dans ce cas, retirez un dé de votre choix. Vous pouvez utiliser les dés restants pour déterminer le résultat du jet de lancement et de dissipation. C'était ce qui était déjà avec Granelroot. Voilà, c'est très bien. En association avec tout à l'heure le fait de passer auto avec la gemme vespérale, vous allez quand même avoir une capacité de magie qui est quand même pas dégueu pour pouvoir faire des petites combos, etc. C'est bien. Voilà. Si on veut jouer magie, ben on peut. Donc là on voit, on veut jouer des monstres, on peut. On veut jouer magie, on peut. Et puis là c'est auto. Il n'y a pas Croix qui te dit je dissipe. Ah non. C'est auto avec la gemme vespérale et là tu lances 3D, donc c'est quand même pas mal. Cœur bois. Après le déploiement, mais avant que le premier round de bataille commence, vous pouvez désigner 3 unités ennemies différentes du champ de bataille comme des proies de chasse. Ça va être la clairière des Kurnoth. Vous allez pouvoir passer vos Kurnoth en ligne. Et en plus, vous allez dire, voilà, ces 3 unités ennemies, ça va être des unités que je vais chasser. Et les unités de cœur bois amis vont avoir un plus 1 pour les toucher. Et donc ça, c'est vraiment intéressant, il me semble. D'une part, parce qu'on va être les Kurnoth en ligne. D'autre part, parce qu'on va avoir un bonus face à 3 unités. Or, on va être dans une saison où on va avoir le retour des lignes. Avec, vous savez, c'est infanterie de galet. Donc on va pouvoir, à mon avis, ça va être hyper intéressant à combiner avec le bataillon Hunter, de chasseurs de primes. Prime Hunter, je crois. Chasseur de primes. Pourquoi? Parce que ce bataillon-là va permettre de doubler les attaques. Donc vous allez potentiellement pouvoir avoir des unités de Kurnoth qui vont doubler leur attaque, enfin qui vont avoir un plus 1 d'attaque face à ces unités-là de lignes de galets. Plus, vous dites, bah, ces 3 lignes-là, j'aurai plus 1 pour toucher. Ou sinon vous pouvez dire, ok, tes unités de galets, déjà, j'ai plus 1 attaque dessus, mais tes 3 autres unités-là que tu as en plus, là, ben, elles, je vais les toucher plus facilement. Donc en fait, vous pouvez quasiment mettre des bonus face à toute l'armée en face, ou cibler, si vous voulez, l'infanterie de galet. Donc c'est vraiment intéressant. Et moi je trouve ça c'est vraiment bien. Et il y a des belles combos à faire. Donc cœur bois, je pense que ça va être quelque chose que moi je vais tester, parce que j'ai quand même pas mal de Kurnoth, et que c'est des unités que j'aime bien. Donc voilà. Fer écorce, plus différente, on va dire. Vous pouvez utiliser cette habitude de commande au début de la phase de combat ennemi. L'unité qui reçoit l'ordre doit être une unité de féroce ami à 3 d'unités ennemies qui fait un mouvement de charge. Donc quand on vous charge en fait, sur un plus 2 vous faites des 3 blessures mortelles. En sachant que cette aptitude peut être utilisée plusieurs fois dans la même phase mais pas sur la même unité ennemie. Je trouve que c'est un peu compliqué. Alors soit vous spammez beaucoup d'unités et quand vous allez recevoir la charge, il vous faudra dépenser 1 point de coup au final. Alors que les autres pour l'instant qu'on a vu, il n'y a pas besoin d'utiliser le point de coup. Donc celle-là je la trouve un peu restrictive. Et je pense qu'elle ne sera pas trop utilisée, surtout qu'il faut que ça passe sur un plus 2. Tu t'appelles Clément, tu fais un 1, t'es dégoûté. Donc on va pas prendre. Ensuite on va voir les givrefeuilles. Unité ennemie à 3 d'unité de givrefeuilles amis ne peuvent pas se replier. De plus, si pour le trait de bataillon de saison est crépuscule, voire page 65. Crépuscule, on rappelle, c'est celui qui fait que les arbres sont raccourcis mais qu'on double les blessures sur le 6. Les unités de 3 d'unités de givrefeuille amis ne peuvent pas être retirées du champ de bataille. Donc en gros, vous les congelez un peu les gars. Alors, ça peut être pas mal, elles ne peuvent pas se replier non plus. Donc par exemple, les Nighton qui vont faire replier, repasser, je pense aux chevaliers là, qui passent par-dessus, etc. Mais ça, ils ne font pas le faire.
ils sont collés au sol. Pareil, j'ai tapé, je me barre, quand vous affrontez des Sylvanettes, mais ils vont pas pouvoir faire le je tape, je me barre, pas de téléportation. En fait, c'est bien, mais c'est contre un certain type d'armée. Donc, est-ce que vraiment c'est très situationnel, mais pourquoi pas. Les affreux bois, celle-là, elle est pas mal. En gros, les parias. Une fois par bataille, vous pouvez utiliser arpenter les sentiers cachés 2 fois. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 2 unités qui se téléportent au lieu d'une. Mais c'est une fois par bataille, mais c'est pas mal. Et au moins une de ces unités choisies doit être fiel revenant affreux-bois. Donc ça va être quand même, ça vous demandez de jouer beaucoup de fiel affreux-bois. Pourquoi? Parce que c'est des unités qui sont bien, mais qui coûtent cher. Qui sont pas très résistantes, pardon. Et qui tapent fort. Hein. On va le voir parce qu'elles font 3 attaques et blessures mortelles sur du 6. De plus, une fois par bataille, vous pouvez utiliser frappe et disparaître 2 fois au même tour. Donc vous pouvez faire frappe et disparaître et sentier caché 2 fois par bataille. Donc ça c'est pas mal. À bien doser, c'est-à-dire que là vous allez dire ok ce tour là, faut que je m'arrave et il faut que je fasse 2 fois ça. Ça va être aussi lié à votre capacité à faire des 9 à la charge, parce que ça veut juste dire que vous pouvez soit charger 2 fois, soit taper, ouais. Mais ça peut être intéressant et ça veut dire que vous allez jouer beaucoup de Spite Revenant, puisque cette maison, cette clairière là vous permet de passer les Spite Revenant en ligne, parce qu'ils sont plus en ligne maintenant. Et enfin on a Belle Moisson, Aversboon, qui était auparavant un peu la clairière des Durtus. Donc là en fait ça va être la clairière des veneurs et des courses fielles là, comme ils s'appellent. Des lanciers quoi. Voilà, des nouvelles créatures volantes sylvanettes. Lancier course fiel et veneur revenante. Puisqu'après le déploiement, avant que le premier tour round de bataille commence, vous pouvez déplacer chaque unité de lanceur course fiel et de veneur revenant jusqu'à 12. Donc, en sachant que ça se déplace de 12 aussi. Donc en gros vous avez 14. Si les 2 joueurs peuvent passer des unités avant le premier round de bataille, elles tirent les dés, le vainqueur choisit qui déplace ses unités en premier. Mais on a vu tout à l'heure qu'il y a un général qui, lorsque son unité est à 12, il gagne 3 en mouvement. Donc vous imaginez bien que vous allez avoir votre course fière. Il va faire à 12, vous l'avancez de 12. Si elle est toujours à 12 du général, elle va avoir un 3 pour bouger. Donc elle va pas avancer de 14, mais elle va avancer de 17. On commence à faire beaucoup là quand même. C'est-à-dire qu'au premier tour, direct, vous arrêtez à 3, vous dites voilà je charge. Donc voilà, à mon avis celle-là c'est Belle Moisson, ça sera du tout droit. Ça sera voilà, je balance tous mes lanciers T1 et puis on voit ce que ça fait. Donc ça celle-là vraiment la je charge et voilà. Et évidemment ça fait passer les lanciers en ligne. Donc là encore, peut-être pas forcément à cette saison-là, où ça va plutôt être l'infanterie qui va être mise en avant. Je vous rappelle que c'est l'infanterie qui a 4 points de vie, donc les curnotes ne sont pas pris dedans, les lanciers course fiel ne sont pas pris dedans. Malgré tout, on sait que voilà, dans 6 mois, 1 an, qu'on va passer dans un nouvelle manière de jouer, on aura quand même des unités qui peuvent se projeter très fort et taper très fort. Et donc vraiment, moi je trouve, ce qui est agréable avec ce Battle Tome là, aux premières lectures, c'est qu'on se dit waouh, on a une richesse de possibilités dans notre armée qui est assez impressionnante, alors qu'avant c'était pas le cas, les clairières faisaient pas basculer des gens en ligne, offraient pas toutes les mêmes bonus. Là honnêtement, il y a Belle Maison, elle est pas déconnante, Affreux-Froid, elle est pas déconnante, Racinoise, ça discute, Chêne-Front, t'aimes les monstres, tu prends ça. Et Cœur-Bois, Curnote en ligne. Les 2 autres, Winterleaf, c'est qu'on prenait tout le temps avant en V2, elle a été un peu nerfée, voire à mon avis, pas grand monde là va la prendre. Et faire Écorce, elle était déjà pas prise avant, mais elle sera pas prise maintenant. Donc, voilà. En gros, les clairières sont plus sympas et orientent plus un type de jeu. Et ça c'est cool. On passe maintenant au War Scroll. Donc les grandes stratégies, avant de passer au War Scroll. Alors, Graine de Triomphe,
armée sylvanette seulement. Cœur de bois. Quand la bataille se termine, vous menez cette grande bataille si vous avez mené au moins 4 tactiques de bataille et que toutes les tactiques de bataille que vous avez menées à bien venaient de la liste champ de guerre. Donc en gros, tu passes tes 4 tactiques de bataille dont venant du Sylvanette, bah, tu réussis ta grande stratégie. On va voir que c'est un peu compliqué parce qu'on en a que 5 qui sont proposés et sur les 5, il y en a certaines qui obligent à avoir certains persos. Donc cette grande stratégie oriente quand même beaucoup la liste que vous allez faire. Ensuite, quand la bataille se termine, vous menez à bien cette grande stratégie si la figurine choisie pour être général adverse a été tuée par une attaque d'unité de paria. Bon, les parias c'est bien. Mais quand vous allez face à un Archaon, vous n'avez pas le. Alors, est-ce que Archaon peut être général? J'en sais rien, des choses comme ça. Mais quand vous allez avoir des grosses unités en face, est-ce que vraiment vous allez réussir à la passer? J'en suis pas sûr. Et là encore, ça induit beaucoup du gameplay. C'est-à-dire que si tu veux réussir ça, bah, tu as en théorie de jouer des parias. Parce que sinon, ça va être compliqué. Et enfin, les racines de la victoire. Quand la bataille se termine, vous menez à bien cette grande stratégie s'il y a un bois éveillé ami dans chaque quart du champ de bataille et si toutes les unités ennemies sont à plus de 6 des bois sauvages amis sur le champ de bataille. Alors celle-là, je dirais oui, sur le principe. Parce que mettre au final, dans chaque quart de table, un bois sauvage éveillé, avec des sorciers, sur 5 tours, si tu as un skillord d'ancien, si tu as 2 skillards d'anciens, tu joues ça. Tu as 2 skillards d'anciens, tu sais que tu vas poser n'importe où tes bois éveillés et que tu vas sortir. Si tu as réussi à craquer l'adversaire et que tu la table rase, ben tu vas la marquer. Parce que tu vas poser tes trucs, il n'y aura plus personne en face pour les contester. Voilà. Dans une partie où c'est un peu plus chaud, ben, il suffit qu'il pose quelques figurines à côté et ben, il peut le contester. Donc, parce que c'est vraiment si toutes les unités ennemies sont à plus de 6. Donc il pose juste un Peko à 3 et tu l'as dedans. Hein, parce que c'est bien les bois sauvages éveillés et c'est pas les terrains luxuriants. Donc, les racines de la victoire jouables, mais là encore, ça va quand même beaucoup axer la manière dont tu vas composer ta liste parce que quand tu vas jouer 2 skillards d'anciens, tu vas quand même poser au final 2 bois auto sur le 2 bois auto. Donc, plus ce que tu vas faire apparaître, tu vas faire avoir beaucoup de forêts. Donc, là encore, ça influence la liste d'armée. C'est bien au final. Bah, c'est-à-dire, si tu veux réussir, il va falloir que tu aies une liste d'armées un peu dans ce sens-là. Tactique de bataille, mais pas facile. Honnêtement, les grandes stratégies, quand on voit les grandes stratégies du manuel général et ça, avant c'était pas compliqué, on prenait les sorciers. On dit, on va avoir des sorciers vivants, parce que tous les personnages étaient sorciers. On avait les sorciers, on en mettait plein, on mettait des branchwish partout. Des branchwish, maintenant il n'y en a plus. Donc il n'y a plus ça. Réussir une grande stratégie, il va quand même falloir se creuser le ménage et ça va pas être de l'auto, quoi. Ce qui était un peu le cas avant. Tactique de bataille. Éradiquer les intrus. Choisissez une unité ennemie à 6 d'un bois sauvage éveillé. Si vous menez à bien cette stratégie, cette unité est détruite. Donc celle-là on va la passer, hein, parce que une unité qui est venue à côté de chez nous et qu'on veut tuer à côté d'un bois, ça sera assez facile à choper. Vous menez à bien cette tactique de bataille si une ou plusieurs figurines d'unité sylvanette amie qui a été déplacée en utilisant le trait du fin fond des bois à ce tour, fait un mouvement de charge à ce tour. Donc vous utilisez fin fond des bois et vous faites une charge. Elle n'est pas forcée que tu tues l'unité, c'est juste que tu as réussi une charge après avoir fait ça, et ben ça marche. C'est, vous savez, du fin fond des bois, frapper ou disparaître et arpenter les sentiers. C'est pas mal, en sachant qu'on a toujours notre petit, vous savez, bonus de charge lorsqu'on utilise le sort persistant. Là encore, ça va être beaucoup dépendant de si tu arrives à faire des charges à 9. Choisissez une unité ennemie à 12 d'un élément de terrain luxuriant ou d'un bois sauvage éveillé. Si vous menez à bien cette tactique, c'est une unité détruite par une attaque d'une sylvanette amie qui a été ajoutée à votre armée à ce tour. Et c'est là où je dis, ça induit là encore beaucoup
de la liste qu'on va jouer, puisque si vous jouez pas l'Ariel ou si vous jouez pas la reine des lianes, ben, vous ne pourrez pas la faire celle-là, puisque c'est les deux seules unités qui vont faire apparaître des unités, puisque la reine des lianes elle fait apparaître 10 dryades, et à l'Ariel elle a toujours cette capacité de faire popper Skilord, Kurnoth, etc. Donc puisqu'on n'a plus la Branch Wage qui fait popper des dryades, ben, cette dernière équilibrer le cycle, ben, si tu n'as pas l'Ariel, si tu n'as pas la dame, ben, tu la feras pas. La marche des seigneurs des forêts, choisissez un monstre ennemi sur le champ de bataille, vous menez à bien cette tactique si le monstre est tué par une attaque d'un Spirit of Dutu, Sylvark Vénérable ou Sylvark Ami. Ça c'est jouable parce qu'on peut très bien affaiblir un monstre, puisque c'est une période où il y avait beaucoup de monstres. Est-ce qu'il y en aura encore beaucoup? On sait que maintenant, comme je dis, je le répète, mais on a un nouveau Battle Tome, un nouveau manuel général. Est-ce qu'il y aura autant de monstres qu'avant? Pas sûr, là encore. Ça va aussi dépendre de nous si on joue un monstre. En général, on va en jouer. Et si en face il y en a, si en face t'as, je sais pas moi, une armée de Knighton, ben déjà ça, tu vas pas la passer. Donc bon. Déchaîner la colère de Jiran. Choisissez un sorcier Sylvaneth ennemi sur le champ de bataille, vous menez à bien cette tactique de bataille. Si un sort lancé avec succès par le sorcier ou un sort persistant conqué par le sorcier détruit une unité ennemie à ce tour. Là c'est jouable parce qu'avec le Warsong Revenant et son sort, que ça soit avec le sort qu'il a ou les êtres du dessous, je pense que ça va être jouable de tuer des unités. Maintenant là encore, c'est pas non plus forcément sûr que vous arriviez. Il y a le sort de métamorphose aussi dans l'arrière qui peut permettre de le passer. Donc voilà. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Maintenant, à mon avis, ça offre quand même pas mal de tactiques qu'on peut faire. C'est-à-dire que dans certaines, dans certains Battletoads, on a l'impression que les tactiques sont infaisables ou très dures à faire. Là, honnêtement, c'est tout à fait faisable. Maintenant, ça va dépendre beaucoup de la liste que vous avez faite. Et certaines tactiques et grandes stratégies seront impossibles à prendre et impossibles à faire avec certaines options de liste. Mais ça, c'est aussi tout à fait intéressant. Bataillon de base, est-ce que j'en parle? Donc en fait, c'est Seigneur des clans. Ça vous permet en gros d'avoir 2 Sylvark vénérables et un Skilord. En gros, 2 Skilord anciens et un Skilord. Et ça vous permet d'avoir, une fois en bataille, vous recevez un point de commandement au début de votre phase de héros. On reçoit un point de commandement supplémentaire. C'est pas ouf quand même. Alors si ceux qui prendront la clairière Chêne-Front, bah, ils vont prendre ça. C'est sûr. On passe maintenant au War Scroll avec le War Scroll d'Alariel. Je ne vais pas détailler le War Scroll parce que ça prend un peu du temps. De manière globale, je trouve qu'elle est pas mal. Elle reste toujours. Alors, ça, c'était le. On va regarder par rapport à son War Scroll qu'elle avait avec Cranionios. Donc, elle est toujours à 16 points de vie, 10 de bravoure, un mouvement qui est similaire. Par contre, la lance de Kurnoth est toujours du 6, la grande ramure toujours du 5, elle est assez similaire avant, juste quelques petits détails. Elle va plus faire des 3 blessures à 30 tours d'aile, par contre, toujours ces 2d6 de repop et, petite particularité. De plus, une fois par bataille, à la fin de votre phase de héros, si cette unité a été détruite, vous pouvez jeter un dé et ajouter le numéro du round actuel de jeu au jet. Sur un 6+, vous pouvez placer cette unité sur le champ de bataille. Alors, comme ça on peut dire, ouais, mais c'est pas spécifié le round après qu'elle soit morte. Une fois en bataille, à la fin de votre phase de héros, si cette unité a été détruite, vous pouvez jeter un dé. Mais c'est pas après qu'elle soit morte. Donc, vous pouvez dire, imaginons, elle meurt T3, ou elle s'est fait shooter T2 ou T1, parce que tire, pas de cul, shooter. Ok. Vous attendez le T4. Rôle de dés, sur un 2+, maman est là. Voilà. Donc, et donc dans ce cas-là, elle revient avec 8 de blessures, et elle peut aller retaper dans le truc, elle se reçoivent des 6 blessures mortelles, etc. Le tour d'après. Donc ça offre à l'Ariel, honnêtement, alors c'est pas une ward, c'est pas un tanking, mais c'est pas mal. Moi je trouve que c'est pas mal. Et aussi, elle va pouvoir traiter
une fois par partie, tous les terrains du champ de bataille, tous les éléments de terrain sur le champ de bataille qui ne sont pas déjà traités comme des éléments de terrain luxuriant le deviennent. Donc c'est à dire que tous les terrains, on va popper. Tous les terrains 6+, tous les terrains 6+, ça fait des blessures, ça fait des doubles touches. Tous les terrains invulnérables à 6. Et donc là, vous avez votre champ de bataille qui va devenir une forêt. Ça pousse de partout. Ça peut être très fort. Il y a la métamorphose, la serre du déclin. Voilà, vous irez voir. 840 points quand même. Tout a pris des points de toute façon. Mais je trouve qu'elle est vraiment cool. Moi, je vais la jouer, je pense. Peut-être pas aux premières parties, je vais un peu tester les autres trucs. Mais elle va ressortir parce que j'aime tellement la figurine. Je pense qu'elle est encore un petit peu chère. Mais il y a moyen de la rendre hyper intéressante. Et ce repop est pas mal. La Dame des Sarments, son profil a déjà sorti. Il n'a pas été modifié par rapport à la boîte face au Skaven. Ce qui est intéressant, c'est à la fois un sorcier. Elle connaît 2 sorts. Alors, elle ne connaît pas tous les sorts du domaine du Grand Bois, ce qui est le cas d'Alarielle. Elle va avoir son sort sur du 7 qui permet de faire une invulnérable à 5 autour d'elle. Les unités à 6 autour d'elle comptent comme étant dans un bois éveillé. Éveil de la colère, etc., etc. Elle peut faire apparaître des dryades. Elle est quand même bonne au corps à corps, elle est bonne en magie, c'est vraiment une unité de soutien. Là où Drisha, ça va être la meuf qui va aider, qui va taper dans le tas, qui va mettre des blessures mortelles en voiture, voilà. La Dame des Sarments, c'est plutôt le stratège, c'est plutôt celle qui va plutôt s'occuper de gérer la bataille. Et donc c'est bien qu'il y ait 2 profils différents, avec des coups en point assez similaires, il me semble, je vérifie. Mais on a la Dame des Sarments qui a 325 et on a Drisha qui a 335, donc des profils assez similaires. Très cool. Drisha, c'est exactement la même, peu ou prou. Par contre, elle a plus de palier dégressif. Et ça, c'est quand même un gros changement. C'est-à-dire qu'avant, on avait un palier dégressif avec les blessures, le nombre d'attaques qu'elle faisait. Maintenant, c'est full jusqu'au bout. Elle a 10 points de vie. Et ça c'est cool parce qu'avant en fait elle avait 10 points de vie, ce qui n'était pas énorme, elle pouvait facilement mourir. Là, vous allez l'envoyer au combat, elle va peut-être passer 2 tours, mais les 2 tours elle va être là, elle va envoyer Rav. Donc moi je vais rejouer Drisha, j'aimais beaucoup cette figurine en combinaison avec Alarielle. Là le coût en points ayant augmenté, est-ce que je vais les mettre les deux ensemble? Mais les 2 petites sœurs ou les 2 adjointes, là, lieutenants d'Alarielle, pourquoi pas les jouer ensemble? Ça peut être plus cool en fait. Le Baladin Chanteguerre, il est assez similaire à celui d'avant, il n'y a rien qui change. Il a une bravoure de 8 au lieu de 7. Avant il avait une bravoure de 7, maintenant il a passé une bravoure de 8. Ok. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a toujours une ward à 4. Il ne connaît plus tous les sorts. Avant il connaissait tous les sorts, il a été un peu nerf. Maintenant il va falloir vraiment le choisir. Soit vous en faites un soutien qui va être là pour faire repopper des figurines, repopper des points de vie. Soit vous en faites une Nova à blessure mortelle avec les êtres du dessous et son sort signature lâcher de foulée. Voilà, donc c'est toujours notre bon sorcier, il a un casting de +1 lorsqu'il est dans un bois. En fait, avant il était très immobile avec le sort 32 vignes et tout, maintenant il sera quand même plus bougeable et peut-être aussi un peu plus offensif. Voilà, ce qui était déjà pas mal parce qu'il y avait quand même 5 attaques. En 3+, rien de -2, -1, dégâts 2. Donc voilà. Celui qui fait son petit retour, il est là. L'Arc Revenante, qui était le personnage de la boîte qui était face aux Squig, à la saison, à la V2. C'est l'Arc Revenante. Et il est très intéressant parce qu'il coûte pas très cher. Je crois qu'il est à 130 ou 120 points. Il est à 120 points, je crois. L'Arc Revenante, ouais, 120 points. Et il est vraiment intéressant. Il a été un peu boosté quand même par rapport à avant. Puisque maintenant, sa petite Zéphirette derrière, avant vous le butiez et il vous donnait une défense. Maintenant, c'est pas ça. Soit vous le mettez en mode offensif. Il va vous donner un +1 aux caractéristiques d'attaque. Mais surtout si vous le mettez en mode défensif. Il donne une invulnérable à 4. Donc vous avez un gars qui a mouvement de 12, blessure de 6, avant c'est une blessure de 5, qui a 8 de bravoure, 4+ de sauvegarde, mais qui a une invulnérable à 4. Donc 4+ de sauvegarde, invulnérable à 4,
il va pas se faire one-shotter le gars. Moi je trouve qu'il est beaucoup plus résistant. Et toujours pareil, plus 1 au jet de blessure des cure notes entièrement à 12. Et vous pouvez utiliser cette aptitude de commandement. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, l'unité qui reçoit l'ordre doit être l'unité de Sylvaneth amie. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque. Alors, il n'y a pas de question de distance. Alors, est-ce que... C'est-à-dire que, selon moi, l'unité reçoit l'ordre doit être l'unité Sylvaneth amie. Mais il n'y a pas de à 12 pouces, à 20 pouces comme avant. Donc, reçoit l'ordre qui veut. Et dans ce cas-là, l'unité a plus une attaque à ses armes de mêlée. Alors, il faudra peut-être que c'est moi qui truc. Est-ce que les ordres doivent être à portée de commandement? Mais c'est une portée de combien? Honnêtement, je ne sais pas trop. Mais s'il n'y a pas de portée dans l'appel au combat, ça veut dire que c'est sur toute la table. Et le mec, sur toute la table, il peut dire cette unité là-bas, plus une attaque. Voilà. Si dans tous les cas, ce qui était le cas avant avec son aptitude de commandement, il faut qu'il suive les cure notes. Maintenant, avec son invulnérable et tout, il peut les suivre et permettre de leur donner une plus en attaque. Mais selon moi, comment je le comprends là, peut-être c'est une erreur, mais il a un plus en attaque, il s'en fiche. Il a plus en attaque. Donc lui, à mon avis, auto-include avec les cure notes. Le Spirit of Virtue, ils sont revenus, ils sont pas contents. Avant, il avait 12, maintenant il a passé à 14. Pour le reste, c'est exactement le même profil. La capacité avant de faire taper en dernier, qui était sur un plus 4, passe à un plus 3. Mais c'est un effet monstrueux, c'est-à-dire qu'on pourra le faire qu'une fois. Avant, on pouvait arriver avec 3 ou 2 thrillers, les dire, les enchaîner. Là, c'est plus le cas. Sentiers spirituels, ils peuvent toujours se popper, etc. Ça, on connaît l'idée. Et gardien colérique, quand il est à 9 d'un Wildwood, il a plus d'une attaque à son épée gardienne. Et surtout que l'épée gardienne, elle a de 0 à 6 blessures, flat 6. On se rappelle que si on les joue en chaîne front, là, je sais pas quoi, ils devront subir 12 blessures pour pouvoir être en dégressif. Donc les types ils vont taper comme des burins jusqu'à la fin. Donc Spirit of Virtue, très cher, 375 il me semble, mais ça avoine. Le Sylviarque Vénérable, très intéressant, mais il me semble pas on va le prendre toujours pareil pour foutre son petit arbre et permettre au Warsong Revenant de faire sa flûtiste là, ou à la chanteresse de balancer son attaque. Après voilà, c'est un sorcier mais qui a beaucoup plus de points, qui est plus résilient. Pourquoi pas? Voilà, qui va se débrouiller au corps à corps, mais c'est pas la brute de Durtu quoi. Celui qui est un petit peu, qui est moins bien, moi je trouve c'est le skiller de base, le Sivark, qui me semble être un peu moins bien. Il a quand même quelque chose qui est cinglé et éventré, enchevêtré et cinglé. Si une attaque d'arme de mêlée faite par cette unité inflige une touche, les figurines de l'unité cible ne peuvent pas faire de mouvement d'engagement jusqu'à la fin du tour. Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas, mais voilà, 14 points, il tape, je crois que j'avais vu que plus ou moins il tapait aussi fort. Bon, est-ce qu'on le prendra? Je pense que oui. Pour ceux qui kiffent les figurines et d'avoir plein de monstres, il peut toujours être intéressant. Maintenant, je vous laisserai comparer, je crois qu'il a moins d'attaques en tir, mais qui font potentiellement plus de dégâts. Ils ont plus cette griffe là monstrueuse, vous savez, où on lançait un dé, si ça faisait un 6, ça faisait des 6 blessures mortelles, ça a été enlevé. Maintenant, l'énorme griffe en palais, c'est 2 attaques en 3+, 2+, dégâts 3, donc ça fait potentiellement plus de dégâts qu'avant. Et ça, c'est tous les profils qui ont perdu cette attaque de griffe monstrueuse. La branche chanteresse, ben, ça reste un sorcier. On aurait pu penser que ça devenait un prêtre, mais ça reste un sorcier. Elle a lancé un sort. Si elle est dans un bois, elle n'est pas contente. Et ajouter 1 au jet de touche et de blessure pour les attaques d'armes de mêlée faites par cette unité. Elle a un profil qui n'est pas dégueu en attaque, mais on ne va pas la prendre pour ça. On va la prendre pour son lâcher les fiels follets, qui sur, en gros, c'est on fait le jet de lancement à portée de 9, et sur un 5+, ça subit les blessures mortelles. C'est peu ou prou le même qu'avant, seulement qu'avant c'était sur du 6, maintenant c'est sur du 5. Ça la met au même niveau que le Baladin Chanteguerre ou Warsong. Mais
voilà, avec un profil un peu différent, puisque moins de points de vie, mais moins cher aussi, donc à voir qu'est-ce qui va là-dessus. Là, c'est la page nouvelle unité, la page faut acheter, donc on y va. Les archers diaphanes, c'est déjà sorti plus ou moins leur profil. En gros, l'idée, c'est des archers qui vont, lorsqu'ils tirent et qui font un 6, des blessures mortelles. Ils sont assez chers tout de même, puisqu'ils sont à 220 points. C'est pas des lignes, c'est-à-dire qu'on va être obligé de les payer en plus. Ce que j'aime bien dans l'unité, c'est un peu des shoot and run, quoi. C'est-à-dire qu'on va arriver, on va tirer. Ils tirent à 24 en fait, puisqu'on va bouger de 12. Ils ont une portée de 12. Donc potentiellement, ils ont 24 de distance. Et on a cette côté, quand ils se font charger, déchaîner les enfers sur un +2. Ils se barrent. Donc moi, je les vois bien en écran en fait, de nos lignes ou de nos gros persos. Et si on vient, bam, on met une cartouche et on se barre. Et puis tu viendras taper le gros derrière. Donc pas mal, je pense qu'ils vont être intéressants. Peut-être pas forcément spammer ce qu'on avait spammé beaucoup, mais peut-être en mettre une unité, 2 unités comme ça, qui peuvent être des lignes difficiles à avoir, puisque je pense que si l'adversaire n'a pas de tir, ils peuvent être vraiment chiants à chaud. Voilà. Les lanciers course fiel, eux ils sont pas mal du tout, hein, puisqu'ils vont avoir un mouvement de 14, une blessure de 5, bravoure de 7, sauvegarde à 4+, et eux ils sont vraiment là pour taper. Puisqu'ils vont avoir 4 attaques en 3+, rien -1, dégâts 1, mais ils vont avoir tape en premier lorsqu'ils ont chargé à ce tour-là. Et à la fin de la phase, si plusieurs figurines ont été tuées par une attaque de cette unité, vous pouvez guérir toutes les blessures allouées à cette unité. Donc vous avez tapé, vous avez tué des mecs en face, mais vous êtes fait taper dessus. Vous avez perdu peut-être 1, 2 courses fiel. Donc, pour résumer, les lanciers course fiel, à mon avis, ça va être un truc qui va être assez joué, surtout qu'on l'a vu dans une clairière, belle moisson et ça. On peut les jouer en ligne. Ensuite, on va avoir les veneurs revenants. Alors eux, je pense qu'ils vont plutôt être joués lorsqu'on va spammer les cure notes. Pourquoi? Parce qu'ils vont permettre sur un +2 de faire restituer une figurine à une unité. Donc vous en mettez 2 unités comme ça, et elles vont se balader sur le champ de bataille et refaire popper vos cure notes. Et c'est quand même assez appréciable sur du +2. Voilà. Après ça coûte cher, hein. Eux ils coûtent plus cher que les lanciers course fiel, puisque les lanciers course fiel ils sont à 210 et les les veneurs revenants ils sont à 235. Donc pour l'instant on a un coût des unités assez cher, c'est peut-être un peu le petit point négatif du Battle Tome, mais d'un côté ça va forcer à faire des choix et à vraiment orienter des listes, soit full ça, soit plutôt ça, parce que ben, on ne peut pas tout mettre dedans. Donc vraiment ça va orienter les listes. Les cure notes, je vais faire un balayage général des cure notes. Il y avait un War Scroll qui était sorti avec la boîte qui n'est plus d'actualité, qui était envoyé de l'arène éternelle. Il y avait une histoire de je refais passer l'aptitude de commandement à une unité, etc. Ça a été abandonné. C'est devenu, en gros, lorsque vous êtes cette unité est entièrement assise d'un objectif, les unités Sylvaneth amis entièrement assises de l'objectif sont comptées comme étant assises d'un terrain luxuriant. Tant que cette unité en fait conteste, eh bien, les unités assises de l'objectif vont être comptées comme un terrain dans un terrain luxuriant, avec tous les bonus que ça donne. L'invulnérable à 6, le double, tu tapes un 6 à la touche, ça fait 2 touches, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est que ça va aussi être ce que j'ai compris pour eux aussi. C'est-à-dire quand on aura un cure note qui sera à 6 qui contestera l'objectif et qui sera à 6 de l'objectif, vous allez avoir des cure notes avec une invulnérable à 6 potentiellement si vous avez pris dans la bonne saison. Ou qui vont doubler les touches sur les 6. Donc, quand vous allez avoir des chasseurs de cure note là ici, comme les épées qui vont faire 4 attaques et qui vont sur du 6 faire 2 blessures mortelles. 2 blessures mortelles. Avant ils ne faisaient qu'une blessure mortelle. Maintenant c'est 2 blessures mortelles. Quand ils font des 6, les épées,
ça a commencé à laver. Je l'ai dit, le petit Arc Revenant, on va le mettre en auto-include avec Nocturnote. Ils vont passer à 5 attaques, donc potentiellement 16 attaques, puisque le général, là, le petit capitaine, il a plus de nos caractéristiques d'attaque. Donc 16 attaques, les 6 font 2 blessures mortelles. Ça discute quand même. Hein. Et après, on a les faux, qui elles font 3 attaques en 3+3+, Reine moins 3, dégâts 2. Alors qu'avant, c'était Reine moins 2, dégâts des 3. Donc là, on a quand même... il y a eu un... C'est combien c'était Reine moins... Ouais, c'était Reine moins 2, là c'est Reine moins 3, dégâts 2, donc c'est plus équilibré. Elles ont Eye de Ronce avant tout le monde l'avait. Là en gros ça fait une blessure mortelle à toutes les figurines lorsqu'elles ont terminé leur engagement. Là c'est le doublé. Dans tous les cas il y a piétinement pour tout le monde. À la fin de la phase de combat, 4+, une blessure mortelle, ça c'est classique. Donc vraiment les Curnotes, un beau boost, augmenté en points, mais pour moi c'est assez justifié. Les Dryades, à première vue comme ça, pas ouf. Elles ont quand même perdu j'en voûte, donc je touche mieux. Donc en fait les Dryades elles toucheront jamais mieux, sauf si j'utilisais un point de commandement. Par contre elles vont être touchées moins bien et blessées moins bien, c'est-à-dire que moins 1 au jet de touche, moins 1 au jet de blessure. Donc si vous faites un all defense, elles vont quand même être difficiles à blesser. Donc à mon avis, en plus de ce que vous pouvez jouer, je vous le répète, invulnérable à 6 quand on est gna la maman, la dame, dame de vigne, qui à mon avis est toute trouvée pour accompagner les gros packs de Dryades, qui va permettre lorsque vous êtes à 9 d'ailes, il me semble, c'est à combien? À 6 d'ailes, comme si vous étiez à 6 d'un bois éveillé, à quand même un gros socle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à première vue, ça peut paraître pas ouf, mais jouer par pack de 20, parce qu'on vous rappelle qu'elles sont à 10, pack de 20, voire pack de 30, il va falloir les encaisser les gars. Surtout là avec, vous savez, la nouvelle saison, où ceux qui sont vétérans de galets comptent pour 3 sur les objectifs. Je pense que ça va vraiment être on met un Wildwood, on met le pack de Dryade dessus et viens me chercher Jean-Louis. Voilà. Après, c'est pas ça qui va être offensif, mais peut-être que dans l'armée, maintenant des Sylvanettes, on va avoir plutôt une enclume et un marteau qui peut représenter par peut-être les courses fielles, les Curnotes, des monstres et plutôt les Dryades qui vont être là à encaisser. Voilà comment je le vois. On a les Sylves Revenantes qui passent à 2 points. Avant ils étaient à 80-90 points. C'était nos infanteries un peu qu'on prenait pas cher. Ça remplaçait le slot de troupes. Ça complétait le slot de troupes et après on foutait les gros monstres. Là ils passent donc à 110 points. Ils sont une ligne de base mais donc ils ont 2 points. Ils perdent la relance, vous savez, d'un dé. Par contre, ils vont recevoir All Defense, soit Attack gratuit. C'est-à-dire que ça, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que vous avez une unité qui soit se met en All Defense, soit se met en attaque en règle. Et ça, c'est pas mal, je trouve. Ils sont après, ils sont assez classiques. Hein. Ils vont pas taper très très fort. 4+, 3+, voilà. Hein. Toujours la possibilité de les popper. Ça, c'est très, très très bien. Et le porte-étendard qui permet d'engager à 6 au lieu de 3. Donc on peut vraiment beaucoup plus mettre d'unités au contact de l'ennemi si on tape. Je pense qu'ils ne sortiront pas de ce rôle d'unité qui nous rapportait des points, surtout que ils vont être vétérans de galet, donc 1 point de plus lorsqu'on enverra avec la tactique de bataille les 2 unités de l'autre côté du champ de l'adversaire. Maintenant, je pense qu'ils seront un vrai danger lorsqu'on va quand même aller taper. Parce que Hold Attack, donc finalement ils touchent sur du 3+, ou All Defense, ils ont un +1 en sauvegarde, avec 2 blessures, ils ne vont pas sauter comme avant aussi facilement, même si c'est toujours pas une résistance de fou. Donc ils continuent à être dans leur rôle tactique et je pense qu'on continuera à les voir sur la table. Ceux qui vont faire un retour, c'est les Spite Revenantes, les Fiel Revenantes, qui eux sont toujours aussi intéressants avec une 3+, dégâts 1. Par contre, 3 attaques, on les met par 5, donc 15 attaques.
Donc les Spite Revenant maintenant qui à mon avis vont faire un peu leur retour. Alors pas forcément par gros pack, mais par pack de 10 ou de 5. Parce que vous avez quand même des mecs qui vont mettre quand même 3 attaques en 3+, dégâts 1. Mais c'est pas là qui va être important puisque sur les 6 ils vont mettre de la blessure mortelle. Donc ça peut être des unités comme ça qu'on va engager au corps à corps, un peu sacrifiables. Ils ont plus, vous savez, soustrayer la bravoure, tout ça, ça y est plus. Mais je pense qu'ils peuvent être, ils vont avoir un retour. En plus avec leur, vous savez, leur clairière qui leur permet une fois par partie d'avoir 2 unités qui vont popper dans un bois ou 2 unités qui vont taper et se barrer. Des mecs par 10 qui vont taper comme ça peut quand même faire bien mal. Si on les place bien, on sait qu'on va plus ou moins tous les faire taper. Ouais, ça peut être le retour des Spite Revenant. Ils étaient utilisés dans le bataillon Paria par 3 pour avoir un artefact en plus en fin de V2. Là, je pense qu'on va pouvoir les ressortir peut-être en pack de 10. 2 packs de 10 comme ça qui vont venir mettre des grosses BM. En tout cas, ce qu'on voit déjà, c'est que naturellement, on a une plus grande possibilité de faire des BM, ce qui était un peu notre problème, qui avait été un peu résolu avec le Warsong Revenant, mais pas non plus ouf. Là, on va avoir les Spites, on va avoir les Diaphanes, on va avoir les chasseurs de Kurnot, plus la magie qu'on avait. Là, ça commence à avoir une possibilité de BM qui est intéressante. La chasse sauvage de Skaeth, les figurines sont jolies, sinon difficile à dire dessus. C'est le sorcier qui est maintenant le moins cher chez nous, qui a un sort à 7 qui permet d'ajouter plus 1 en blessure aux unités. Voilà, je sais pas encore. Ils ont rien changé en fait au War Scroll, hein, honnêtement, donc voilà. Pareil pour Iltari, là aussi de la boîte pour le jeu annexe là. Ils n'ont pas changé les War Scrolls. Ça en fait un Spite Revenant, mais qui peut pas se popper. Donc pour moi, c'est un peu naze quoi. C'est juste une sorcière, mais qui n'a pas la mobilité des Spite Revenant, des Spite Revenant, qui n'a pas du tout la mobilité des Spite Revenant, donc on va pas la prendre. Quoi. Ensuite, on a les sorts persistants. Alors avec le Givre des Clairières, donc toujours pareil, plus ou moins en termes d'aptitude. Là, il va faire en gros des blessures mortelles sur du 3+, à 6 autour de lui, et soigner à 3+, des 3 blessures autour de lui, chaque unité. Bon. Ce qui est sympa, c'est qu'il ne coûte pas très cher. Après, est-ce qu'on va le voir? Pourquoi pas. La ruche a été nerfée, puisqu'auparavant, à la phase de héros, c'est un sorcier peut utiliser une des 2 aptitudes, soit sur un +2, vous dégradez la perforation de 1. Ouais. Et sur un +2, vous ajoutez 3 mouvements normaux et aux charges de l'unité jusqu'à la fin du tour. Celui-là, on va le prendre à mon avis pour pouvoir réussir les tactiques de bataille de charge qu'on a en tactique de bataille. Maintenant, avant, c'était toutes les unités. Là, ça a été nerfé à une unité. C'est un petit peu dommage quand même, c'était pas si pété que ça non plus quoi. Il fallait le lancer et tout. Bon. Ensuite, il y a la Gracine Vengeresse, Vangelus Skullroots. Si une unité rate un test de déroute en étant à 3 de sort persistant, ajouter D3 au nombre de figurines qui fuient. Ok, c'est toujours pareil. Et en gros, à la fin de son mouvement, sur 2+, l'unité concernée subit des 3 blessures mortelles et des cibles blessures mortelles si l'unité est aussi près d'un Wildwood. Donc une possibilité d'avoir des blessures mortelles en plus, mais bon, je sais pas, il est à combien je crois 60 points. Voilà, je crois pas trop non plus.
puisque bon, ça bouge et tout, mais bon, il y a d'autres moyens de mettre des blessures mortelles, je sais pas, faut voir. Bois sauvage éveillé, donc c'est notre terrain de faction. Seules les unités seules les armées sylvanettes peuvent l'avoir. Lui, on va choisir, soit on prend un petit paysage, 2 paysages, 3 paysages. L'avantage des 3 paysages, c'est qu'on pourra mettre des unités devant, elles seront invisibles des autres, puisqu'il y a marqué la visibilité des unités ayant le mot-clé sylvanette n'est pas bloquée par cet élément de terrain. Ben, ça veut dire qu'elle est bloquée pour celles qui n'ont pas le mot-clé sylvanette. Donc vous mettez des unités à l'intérieur qui n'ont pas le règle vol et qui n'ont pas plus de 10 blessures. Ben, tranquille. Et à la fin de la phase de charge, jetez un dé pour chaque unité à 1 d'un Awaken Wildwood. Sur un 6, elle subit des 3 blessures mortelles. Et s'il y a un sorcier qui est dans le Awaken Wildwood, eh bien, il y a un +2, donc ça sera sur du 4+. Voilà, donc ça c'est assez classique, ça change pas trop. C'est un peu notre terrain de faction maintenant. Voilà pour ce qui est du Battle Tome Sylvanette. Alors moi, ce que je peux en dire comme ça en tant que joueur régulier, on va dire, c'est que ce Battle Tome offre beaucoup plus de possibilités. L'arrivée de nouvelles figurines fait du bien, parce qu'on était quand même une armée qui était celle parmi les nouvelles armées qui avait le moins d'options de jeu en termes d'unités. Là, il me semble quand même qu'ils ont fait en sorte que l'ensemble des unités soient jouables. Ça pourra se discuter avec le coût, ça j'ai du mal à un truc, mais j'ai l'impression que quand même tout est jouable. Tout a l'air bon. C'est-à-dire que l'ensemble des clairières peuvent être intéressantes. Et j'ai l'impression que le Battle Tome va plus durer dans le temps. Puisque en fonction des différentes méta qui vont pouvoir arriver, ben, j'ai l'impression qu'on va quand même pouvoir s'adapter. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qu'on retient du Battle Tome, c'est qu'il y a une richesse qui va nous permettre d'être plus adaptable aux variations et aux sorties des autres Battle Tomes que précédemment, et ça c'est cool. Parce que clairement, lui, il était sorti 2 mois après, on était au fond du seau. On était au fond du seau. Et il a fallu l'arrivée de Kranios pour qu'on commence à avoir un petit peu la tête qui sort de l'eau. Et l'arrivée de la V3 avec les monstres, mais c'était pas quand même oufissime. J'ai du mal à connaître bien la méta, j'en ai pas la légitimité, etc. Et j'ai pas l'habitude de jouer de manière régulière à un haut niveau pour pouvoir juger. Mais dans tous les cas, je pense que les Sylvanettes pourront s'adapter. Et pourront, même si on n'est pas Gauthier, ces sortes de classifications, on n'est pas déconnant. C'est pas déconnant et ça va demander aux joueurs ce qui est l'ADN des Sylvanettes depuis le début, beaucoup de doigté si on veut, beaucoup de précision dans les mouvements. L'ensemble des différentes phases vont être importantes pour un Sylvanette. La magie, elle n'est pas dégueu. Le tir, on en a au final maintenant avec les curnotes et les diaphanes. On en a. Le corps à corps, on est dedans aussi. Donc vraiment, je pense que c'est d'autant plus une armée. C'était une armée que dans la vidéo, Pride avait plutôt, vidéo de French Wargame Studio, Pride avait plutôt conseillé aux débutants. Et moi, j'avais débuté avec cette armée-là. Et je trouve que c'est vraiment d'autant plus une armée pour débutants. Parce que elle va vous permettre de jouer l'ensemble des phases et elle sera peut-être moins à frustration puisqu'il y aura moins d'achats de Wildwood qui mettaient du temps finalement pour rentrer et pour jouer. Là, il y en aura moins de Wildwood. Voilà, moins de complexité aussi, plus facile à jouer peut-être, parce qu'avant il y avait les relances, etc. Voilà, elle sera moins à frustration pour le joueur Sylvanette en tout cas, qui ces derniers temps était un peu en mode... on a quand même passé une grande partie de la V2 à être victime un peu quoi. Voilà. Là, V3, ça rigolait moins. Là, nouveau Battle Tome, je pense qu'on va commencer à revenir bien dans le game. Et vraiment, moi, ce que je retiens, c'est la diversité. C'est-à-dire que moi, actuellement, j'ai envie de jouer plein de listes. Et elles me semblent toutes pas déconnantes. Et ça, c'est cool. Je me dis, mais cette liste là, franchement, face à cette armée, elle peut vraiment envoyer. Oh, mais cette liste là, vraiment,
Par contre, c'est vrai que je pense qu'on aura plus des listes qui vont être typées, quoi. Voilà. Et ça peut être vraiment cool. Donc voilà, c'est mon petit avis sur, un peu long peut-être, sur les Sylvanettes, mon armée de cœur. Donc j'ai hâte de la rejouer. Je ferai certainement, après quelques parties comme ça, un peu pour me refaire la main avec ces nouveaux War Scrolls, tout ça, une partie sur la chaîne. Et puis voilà. Certainement, je vais la ressortir en tournoi et qu'on va s'éclater avec. Ça va être super cool. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire sur ce que vous avez pensé, vous, de ce nouveau Battle Tome Sylvanette. Et puis moi, je vous dis à très vite dans la taverne. Allez, ciao!